Bonjour à tous. On va démarrer l'événement, on va attendre une petite minute que les personnes aient le temps de se connecter. Bon, nous allons démarrer. Donc bonjour à tous, je suis Florie Bousquier, responsable de la communication du groupe CERMA. Bienvenue et merci d'avoir rejoint ce webinaire organisé par CERMA Technologies. Nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter globalement l'écosystème et l'avenir de l'hydrogène en tant que source d'énergie propre et durable. Alors que le monde cherche activement des solutions alternatives pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et lutter contre le changement climatique, l'hydrogène émerge aujourd'hui comme une solution prometteuse. Au cours de cette session, nous aurons l'opportunité d'approfondir notre compréhension de ce nouvel écosystème extrêmement vaste, ses enjeux et ses challenges. Nous aurons également l'occasion de découvrir comment CERMA Technologies se positionne dans ce paysage émergent. Une séance de questions-réponses se tiendra à la fin de la présentation. Les intervenants répondront à quelques questions en fonction du temps qu'il nous restera et les autres questions feront l'objet de réponses par email. Ce webinaire sera enregistré et consultable en replay. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter lors de ce webinaire Cyril Marino, qui est ingénieur recherche et développement chez CERMA Technologies. Également, lors de la phase de questions-réponses, pourront intervenir Pascal Guérec, qui est le directeur de la Business Unit des métiers des énergies renouvelables chez CERMA Technologies, et Francis Dupouille, qui est le directeur général et opérationnel de CERMA Technologies. Donc, sur le fonctionnement de ce webinaire, on est aujourd'hui plus de 200 personnes connectées. Vos micros et caméras sont désactivés. Donc, nous vous remercions de les laisser ainsi. Et vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat qu'il y a en bas à droite de votre écran. Avant de donner la parole à Cyril Marino et d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente très brièvement le groupe CERMA. Donc, ce webinaire est dispensé par CERMA Technologies, qui est la première société créée dans le groupe CERMA il y a maintenant plus de 30 ans. Le groupe CERMA, c'est une ETI qui réalise en 2022 170 millions de chiffre d'affaires et qui compte plus de 1300 collaborateurs aujourd'hui. Le groupe est implanté principalement en France et en Europe aujourd'hui. C'est un expert indépendant des métiers de l'électronique, de l'énergie, de la cybersécurité et des télécoms. CERMA Technologies, de son côté, est spécialisé dans les métiers de l'électronique et de l'énergie et propose des expertises électriques, physiques, électrochimiques, en analyse de surface grâce à de nombreux équipements et laboratoires, et propose également des activités de conseil et de formation. CERMA Technologies accompagne déjà certains acteurs de la filière hydrogène grâce à des experts dans le domaine des matériaux, de l'électrochimie, de la fiabilité et du test. Donc, c'est sur ces aspects-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et je laisse la parole à Cyril. Je vous souhaite un bon webinaire. Eh bien, merci beaucoup. Merci Florie pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, de mon côté, je vais vous parler de l'écosystème hydrogène. Donc, nous avons à peu près aux alentours de 40-45 minutes de présentation. Donc, j'essaierai de répondre avec mes camarades à vos questions ensuite. Alors, pour donner un petit peu le topo, comme Florie l'a annoncé, donc on est, comme tout le monde le sait, suivant une urgence climatique, la crise climatique. Donc de ce côté-là, je vous apprends rien. Il y a également la guerre en Ukraine qui fait que ce contexte un petit peu tendu au niveau de l'énergie, qui nous amène à nous poser des bonnes questions au niveau de l'humanité et certainement au niveau de la France et de l'Europe, notamment à essayer de produire et de réduire surtout les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, et
a commencé, donc il faut commencer à agir. Et de ce côté-là, la ministre de la Transition énergétique a fait plusieurs annonces, notamment avec cet objectif qui est marqué, hein, sur cette slide, avec les 81% de réduction d'émissions des CO2 d'ici 2050 pour l'industrie, pour décarboner l'industrie, hein. Donc ce plan-là, il fait suite également à d'autres plans au niveau européen. Il n'y a pas que la France, hein, qui a décidé comme ça de faire ce genre de choses. Il y a également au niveau européen où la stratégie est à peu près identique. Donc justement, on va le voir au niveau de cette stratégie-là, hein, on a au niveau de l'Europe, donc aujourd'hui, hein, et c'est pareil au niveau français, hein, on est dans un système où on a une production qui est assez limitée, hein, aux productions d'énergie, enfin d'hydrogène renouvelable, qui est assez limitée. On est à 1 million de tonnes au niveau européen aujourd'hui, actuellement. Donc ça équivaut à certains centres de production un petit peu à droite, à gauche, hein, plutôt des grands démonstrateurs, on va appeler ça comme ça. Et ensuite, l'idée, c'est d'ici les 5 prochaines années, hein, 2025 à 2030, de produire jusqu'à 10 millions de tonnes. Donc, vous voyez un facteur 10, hein, d'augmentation. L'idée, c'est de l'intégrer petit à petit à l'écosystème énergie, hein, production d'énergie, d'introduire l'hydrogène dans cet écosystème-là qui est actuel, hein, au niveau des différents pays de l'Union européenne. Après 2030, l'objectif sera de vraiment l'étendre au maximum. Donc, d'étendre là, forcément, il va falloir créer cette infrastructure hydrogène. On va le voir au cours de la présentation. Oh, pardon. Au niveau ensuite de l'objectif des France, pour vous donner quelques chiffres, hein, on est sur environ le plan Ambition Plus pour 2030, 58% de réduction des émissions pour l'industrie. Donc la stratégie, c'est de remplacer tout ce qui est actuellement utilise l'hydrogène par l'hydrogène vert. On va voir ensuite ce qu'est l'hydrogène vert, hein, et de d'étendre en fait cela à d'autres types de secteurs, comme les secteurs de la chimie et de l'acier, hein. On a au niveau de la mobilité aussi, pour vous donner un autre chiffre, 30% également de réduction des émissions de CO2. Pour vous donner un ordre d'idée, ça équivaut à actuellement, on a 2500 véhicules en 2021 en France qui fonctionnent avec une pile à combustible. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 450 000. Également, hein, on va le voir aussi un peu plus tard, au niveau des trains, au niveau des bateaux, au niveau des camions. Donc l'idée est également que ces moyens de transport participent également à cette transition. Au niveau du secteur énergétique, qui est tablé, c'est à peu près 12% de la production d'électricité. Donc là, effectivement, il y a tout ce qui est stockage à voir, tout ce qui est extrification et tout ce qui est réseau, dont on va également discuter aujourd'hui. Donc, si on regarde un peu ces plans, 5 ans, 10 ans, donc là, on est en 2023 aujourd'hui, on est en 2030 demain, hein, donc c'est assez rapide cette transition et forcément, ça peut faire peur, hein, ce genre de choses pour des industriels qui ne sont pas forcément dans le business de l'hydrogène. Donc, ils ont un manque de compétences, hein, pour pouvoir aller vers cette transition énergétique et ils ont besoin un petit peu de support pour valider aussi leur stratégie finalement et sélectionner les bons produits pour arriver à cette transition-là. D'un autre côté, vous avez aussi les industriels, hein, qui sont dans le business de l'hydrogène. Eux, c'est d'autres types de problèmes qu'ils vont rencontrer. Ils ont besoin en fait de grossir assez rapidement, hein, pour essayer de répondre à la demande qui va être croissante. Ils ont aussi besoin d'adapter leurs produits aux produits existants qu'ils ont déjà. Donc, c'est-à-dire que aux applications qui vont changer un petit peu, ils ont besoin d'adapter leurs produits tout en continuant à faire de la R&D, de la recherche et du développement sur leurs propres produits pour pouvoir encore plus l'améliorer. Donc, à ce stade-là, en fait, l'idée, c'est qu'au niveau de Cerma Technologies, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, on peut être à cette interface entre ces deux industriels, c'est-à-dire qu'on peut à la fois aider les industriels qui sont du secteur, comme les industriels qui ne sont pas du secteur, pour essayer en fait d'arriver ensemble à une meilleure transition écologique.
Au niveau de ce webinaire, aujourd'hui, on a décidé d'utiliser un fil rouge un petit peu conducteur pour vous aider un petit peu à mieux comprendre pour les gens qui vont découvrir un petit peu le domaine. On part en fait de la voiture, hein, qui fonctionne à la pile à combustible. Vous avez la Toyota Mirai pour la plus connue, hein, qui est commercialisée déjà depuis un petit moment. Et cette voiture-là, pour fonctionner, elle a besoin d'hydrogène. Donc vous allez aller, dans une station hydrogène pour recharger votre véhicule. Sauf que dans une station hydrogène, il faut de l'hydrogène. Donc, basiquement, il y a besoin de stockage, de zones de stockage d'hydrogène, en plus de zones de refroidissement ou des compresseurs, hein. Tout ça, c'est lié au gaz en lui-même, hein. Et donc, on a besoin d'un réseau de distribution, en tout cas, digne de ce nom, pour pouvoir transporter cet hydrogène ou le stocker. Ce qui veut dire hydrogène veut également dire que, il y a des problèmes de sécurité, hein, donc on sait tous que l'hydrogène est un gaz, qui, est explosif, hein, il a certaines limites, hein, et donc on a besoin d'un système de sécurité aussi digne de ce nom. Mais on arrive au final de la chaîne, c'est-à-dire qu'une fois que pour le stocker, il faut aussi le produire finalement, hein, et donc là, on a l'idée de le produire via des électrolyseurs, via énergie renouvelable. Donc tout ça, en fait, ce sont des points qu'on va aborder aujourd'hui. On a, un ordre, donc on va repartir dans le bon ordre cette fois-ci, avec d'abord la production, puis la distribution et le stockage, puis la sécurité et enfin, le fonctionnement via une pile à combustible. Au niveau de la production, vous allez avoir, différents codes couleurs. Donc on a parlé, du green, hein, de l'hydrogène vert aussi, hein, en français, hein. Donc celui-là, on va y revenir après. On va commencer plutôt notre tableau avec ce qui se fait le plus fréquemment sur le marché actuellement, avec un hydrogène, qui est produit, un hydrogène qu'on va appeler, black, donc noir et brun. Donc celui-là est aussi le gris, hein. Donc ceux-là, en fait, sont produits, pour le noir à partir de charbon, pour le gris à partir de méthane, hein, donc de gaz naturel en gros. Le problème en fait de ces procédés, c'est que même s'ils sont simples à mettre en place et sont bien on va dire, présents sur le marché, ils produisent du CO2. Comme vous voyez dans les produits, ils vont produire certes de l'hydrogène comme vous le souhaitez, mais il va aussi produire du CO2, ce qui fait que pour la transition énergétique où on souhaite justement limiter les productions de CO2, ça va pas le faire. Donc raison de plus pour essayer d'aller vers d'autres types, de production d'hydrogène et là, cette fois-ci, on a dans un premier temps l'hydrogène bleu. Alors l'hydrogène bleu, lui, il est, un procédé classique de formation, donc on va aussi produire du CO2, sauf qu'on va rajouter en fait du stockage de CO2 pour limiter, donc là, c'est, l'empreinte carbone, hein, finalement, pour avoir une empreinte carbone un peu plus limitée. Ensuite, on va vers d'autres, techniques, hein, donc on a la pyrolyse et notamment le catalytic splitting en anglais, hein, donc là, ces 2 méthodes, sont, des méthodes en fait qui, certes à partir de gaz naturel, on va produire de l'hydrogène avec du carbone ou de l'hydrogène avec l'oxygène. Cependant, on reste quand même avec des procédés qui vont être assez, importants en termes de température, une pyrolyse ou une catalytic splitting. Donc c'est des températures qui sont au minimum à 500 degrés, voire beaucoup plus, hein. Donc dans ce cas-là, c'est des procédés qui vont, pas être forcément les plus intéressants et les plus attractifs. Pour aller un peu plus loin maintenant, on va arriver finalement à ce fameux hydrogène vert dont je parle depuis le début, hein. On a, des hydrogènes qui vont être produits par électrolyse de l'eau. Donc finalement des réactions électrochimiques qui vont produire à partir de l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ces, électrolyseurs, en fait, ont besoin d'une énergie pour fonctionner, et cette énergie-là, en fait, va être soit de l'énergie nucléaire, soit va provenir, d'énergies renouvelables, soit un peu de tout. Et en gros, c'est pour ça que vous avez différentes couleurs que vous allez avoir apparaître, hein. Donc vous avez à partir du rose, vous avez du jaune et du, vert, donc le vert étant celui qui est produit par énergie, renouvelable. En termes de coût, c'est là un petit peu c'est un petit peu le problème en ce moment en termes de coût. On est, sur des coûts beaucoup plus élevés, lorsqu'on va sur de la production via électrolyse, alors qu'on est sur des coûts, beaucoup plus attractifs, on va dire, lorsqu'on est sur un autre type de production.
À également penser, nous avons également les byproducts, donc c'est-à-dire le H2 fatal. Donc ça, c'est à penser en termes d'optimisation, un petit peu lorsque vous avez de la production, qui produit, de l'hydrogène en byproduct, hein. Donc par exemple, dans la production de charbon, la production de chlore, de chlorure, et puis le raffinage un petit peu du pétrole. L'idée, c'est de raffiner le pétrole, mais vous allez avoir le H2 qui va être produit à un moment donné. Donc ce H2 en ce moment est gaspillé, hein, finalement, il part dans l'atmosphère, hein, et l'idée c'est de pouvoir le récupérer. Alors vous avez une petite idée de ce qui se fait. Par exemple, l'ADEME a dit que c'était 50 000 tonnes, par exemple, qui étaient gaspillées en France, et l'équivalent de 5% de la production annuelle en France d'hydrogène. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est assez négligeable. Vous avez également à droite ici un camembert qui vous présente en Chine. Ce que ça représente, c'est ces byproducts. On est sur un petit quart de production d'hydrogène, ces byproducts. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, hop, pardon, nous allons passer aux électrolyseurs. Donc les électrolyseurs en eux-mêmes, donc produisent, l'idée c'est qu'ils produisent de l'hydrogène et forcément de l'oxygène, hein, en utilisant des réactions électrochimiques, et les ions à mettre en jeu, ce sont finalement les protons, hein, et l'eau. Donc on va voir qu'il y a également d'autres éléments au niveau des catalyseurs qui sont importants. Mais en tout cas, en termes de géopolitique, on est un peu mieux que, par exemple, pour de la batterie, hein, ou des choses comme ça. On a besoin d'électricité pour le faire fonctionner. Et donc, c'est important d'avoir une électricité ayant une source, on va dire, d'énergie renouvelable pour des raisons environnementales. Donc, au niveau des électrolyseurs, vous avez trois grandes familles, les alcalins, les électrolytes polymères, les électrolytes par membrane polymère, et vous avez les solid oxide. Donc, on va voir un petit peu au bout de chacun. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout, hein. Ce n'est pas forcément tout l'objectif de rentrer dans le grand détail de tout. Mais l'idée, c'est qu'en termes de principe de fonctionnement, tout comme tout système électrochimique, vous allez avoir une anode, une cathode, et un électrolyte ou une membrane au milieu. Et dans le cas d'un électrolyseur alcalin, c'est la plus vieille technologie, donc c'est celle qui est la plus mature des trois. En tout cas, vous allez avoir l'intervention du proton qui va aller d'un côté à l'autre de l'électrode, hein. Et au niveau des matériaux de cathode, finalement, ce que vous allez retrouver de l'acier, vous allez retrouver de l'acier qui va être enrobé, entre guillemets, ou qui va être coté, hein, d'une surface de catalyseur. Donc ces catalyseurs seront ce fameux platine, par exemple, hein. On peut retrouver aussi d'autres éléments comme le palladium, hein, ou des choses comme ça. On a au niveau de la cathode le nickel qui est utilisé aussi, le nickel en tant qu'élément, hein, en tant que métal. Et au milieu de tout ça, vous allez avoir donc cette membrane qui va être en fait imprégnée de KOH, hein, la potasse, qui va être à assez grande concentration. Et on va avoir ce diaphragme au milieu qui va être aux alentours de 0,5 mm avec une certaine porosité. Je vous épargnerai tous les détails en fait en termes de matériaux, même si je suis matériel scientist, hein. L'objectif de nouveau n'est pas d'aller sur ce genre de détails aujourd'hui. Nous avons l'élément important, c'est qu'il fonctionne à 50 à 80 degrés, donc ça veut dire qu'il y a besoin quand même d'augmenter légèrement la température pour le faire fonctionner. En termes de R&D, il faut savoir que en ce moment, il y a une autre type en fait de technologie qui est proche de celle-là, c'est d'avoir une membrane directement qui est échangeuse d'anions, hein. Donc cette technologie-là permet en gros de limiter la concentration de KOH. Comme vous voyez, cette fois-ci, on serait plus qu'à 1 molaire. Donc c'est quelque chose d'assez attractif. En termes d'électrolyseurs PEM, vous avez en fait membrane, hein, un polyseur électrolyte membrane, vous avez des technologies émergentes ici. Et donc cette technologie émergente, elle fonctionne toujours, hein, avec une anode, une cathode. Vous avez cette fois-ci le proton qui intervient, donc c'est plus le OH-. En termes d'éléments, vous avez les fameuses bipolar plates. Donc ces bipolar plates, en gros, ce sont
des éléments qui vont permettre la circulation et la collection du courant, la circulation aussi des différents gaz et de l'eau. Donc elles ont un rôle important, hein. Elles sont généralement en titane, elles peuvent être d'autres éléments, elles peuvent être cotées aussi avec du platine, hein. Vous avez la membrane, le diaphragme au milieu, c'est du naphion, et vous avez la gas diffusion layer avec sa couche catalytique qui va être du papier de carbone avec du platine, hein, généralement en termes de catalyseur. Et vous avez au niveau de l'anode plutôt du titane qui va être coté avec de l'oxyde d'iridium. Voilà. En gros, cette technologie-là, l'intérêt, c'est qu'elle fonctionne à room température, 20 degrés jusqu'à 100 degrés. En termes de solid oxide maintenant, donc cette nouvelle technologie-là, on est sur une cathode qui fonctionne avec des éléments tels que le nickel, le zircone et l'yttrium. On est sur des perovskites en anode et en termes de fonctionnement, on est cette fois-ci avec l'ion O2- hein, qui va interagir cette fois-ci. Donc, vous voyez qu'il y a trois différents types d'ions qui vont intervenir et on est dans des conditions de température qui sont quand même assez drastiques, entre 650 et 1000 degrés. Lorsqu'on va comparer un peu tout ça, on se retrouve en fait avec des systèmes qui vont fonctionner à différentes températures. Certains donc auront besoin en fait d'une activation, hein, pour pouvoir répondre. Et en termes de courant, c'est le principal désavantage, on va dire, de la technologie alcaline notamment en termes de courant. La technologie alcaline va être plus sensible à ce genre de courant, hein, ça va être plus difficile pour elle de subvenir à des courants plus importants, par exemple, à des variations de courant, ce que pourra faire une PEM, par exemple. En termes de coûts, on est quand même sur des coûts quand même bien moins élevés pour la technologie alcaline comparée à une technologie PEM et solid oxide. Maintenant, on va essayer d'aller sur la suite, c'est-à-dire que nous avons notre électrolyseur qui va produire donc de l'hydrogène, hein, dans notre système, donc grâce à potentiellement l'énergie solaire comme c'est ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet hydrogène? Parce qu'on n'a peut-être pas besoin de suite dans le système, donc on va devoir le stocker d'une part. Dans l'électrolyseur, on a également produit de l'oxygène et de la chaleur, hein, parce que les réactions sont forcément exothermiques, hein. Donc on a besoin de stocker et de valoriser aussi ces produits-là. Donc en gros, il va falloir penser à tout ça lorsqu'on va implémenter dans un système énergétique. Et c'est pour ça qu'on va maintenant, transition toute faite, essayer d'aller sur justement ce stockage ou transport de l'hydrogène. Donc de ce point de vue-là, il y a différents moyens de stockage et différentes formes déjà de stockage pour l'hydrogène. Donc là, on va aller sur la partie en bleu, hein, différentes formes de stocker l'hydrogène. Donc l'hydrogène peut être stocké sous forme de gaz, donc on va comprimer ce gaz-là. Il peut être stocké sous forme liquide, donc on y reviendra. Et il peut être aussi stocké sous d'autres formes, donc notamment l'ammoniac, hein, tout simplement parce qu'en chauffant un petit peu, hein, en mettant dans un réacteur l'ammoniac, on réobtient à une certaine température, hein, on réobtient de l'hydrogène notamment, ou alors d'utiliser des liquides organiques, hein, comme carrière hydrogène, hein, en gros, qui vont produire finalement de l'hydrogène à un moment donné. Donc ces éléments-là, cette forme-là, on a différentes options pour la stocker. Soit on va utiliser en fait des cavernes, hein, ou du moins des endroits sous terre où on va pouvoir stocker cet hydrogène-là. Soit on va utiliser des tanks, hein. Vous avez déjà vu, j'imagine, plusieurs types de tanks. Donc des tanks qui seront soit adressés pour le liquide, soit adressés pour de l'hydrogène comprimé, soit pour finalement l'ammoniac ou tout autre liquide. Donc il y a ce genre de choses. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est l'infrastructure du gaz actuellement, hein, qui peut aussi servir de stockage. Enfin, vous avez au niveau du transport, donc cette fois-ci on revient ici, différents moyens. J'ai parlé du réseau de gaz, donc ça fait partie d'un des moyens pour le transport de l'hydrogène, hein, de l'endroit où il est produit ou stocké jusqu'à l'endroit où on va l'utiliser. Et vous avez tout ce qui est transport habituel, bateau, camion et train, où il peut être transporté.
Ce qui est important de comprendre, c'est que la pureté de l'hydrogène va être important en fait pour choisir, mais pas que. C'est-à-dire que la pureté de l'hydrogène, suivant le moyen de stockage, c'est une chose, mais vous allez avoir aussi le temps de stockage qui va être important. Donc là, je vous ai mis en fait différents types de stockage, hein, la manière dont on stocke avec ses avantages et inconvénients. Je ne vais pas m'étendre trop dessus. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du liquide, forcément, on a besoin d'avoir des températures assez basses, moins 250 degrés. Et donc là, par contre, il va falloir un système d'énergie assez important pour pouvoir le stocker sous forme liquide. Ce qui est important dans ce slide ici, c'est que, comme vous le voyez, les conteneurs pressurisés, par exemple, ce seront quelque chose qui est assez bien pour le stocker quelques jours. Par contre, si vous voulez stocker quelques années ou quelques mois en tout cas, c'est pas ce qui est le plus conseillé. Vous allez devoir certainement vous tourner vers voilà, des cavernes ou des champs abandonnés, on va dire, qui avaient été utilisés avant, hein, où il y avait de l'hydrogène et qui ont été vidés de l'hydrogène. Donc ces champs-là, ou du moins ces cavernes, doivent être réalimentés si on target quelque chose qui est assez important en termes d'années. Au niveau aussi des volumes de stockage, ça c'est important pour les applications mobiles, hein, on est sur, pour se donner un ordre d'idée, lorsqu'on stocke 1 kilogramme d'hydrogène, ça c'est on a besoin de 11 000 litres si on le met à pression atmosphérique, alors que si on le met à 700 bars, on descend à 24 litres. Lorsqu'on veut également le mettre sous forme liquide, on descend à 14 litres, et si on veut le faire sous forme d'ammoniac, on est à 1400 litres. Donc ça vous donne un peu l'idée des proportions. On a par exemple, pour vous donner pour des applications mobiles, hein, la Toyota Mirai, 1 kg environ, c'est 100 km, 1 kg d'hydrogène, c'est 100 km d'autonomie. Donc ça vous donne une idée de la taille des réservoirs souhaités et de l'importance de la manière de stocker l'hydrogène pour répondre à ce genre de problème. Donc, c'est justement ces conteneurs-là, on va en dire quelques mots, hein, il y a plusieurs types de conteneurs et suivant le type de conteneur ça voudra, on voudra essayer de stocker, donc il y a les problèmes de pureté, les problèmes est-ce qu'il y a un stress particulier qui va être appliqué sur ces conteneurs-là? Est-ce qu'il y a un problème de place? Donc tout ça en fait, c'est qu'il y a plusieurs types, de conteneurs, de tanks, hein. Le type 1 en fait, c'est des tanks qui sont complètement métalliques. Donc ils vont être capables d'avoir des pressions, plus ou assez importantes, hein. Ils vont être assez peu onéreux, hein, en termes de coûts, hein, mais ils ont forcément un gros problème en termes d'empreinte carbone, hein, pour être, fabriqués et ils ont également des problèmes de corrosion. Donc ça, c'est les premiers types. On a le deuxième type, en fait, l'idée, c'est d'affiner un petit peu, de réduire un petit peu la taille de cet aspect, de cette, couche métallique, hein, et de la remplacer sur les côtés par un composite, donc comme vous le voyez ici sur les images, hein, par un composite, des fibres de carbone généralement. Donc là, l'intérêt, c'est que vous allez avoir des choses qui vont avoir un peu moins de métal finalement, hein, donc dans la fabrication. Si on va encore plus loin dans le procédé, vous avez les types 3. Donc cette fois-ci, là, on n'a plus que juste une fine couche métallique et la plupart ensuite est un polymère, hein, une composite fibre en tout cas, qui est utilisé pour fabriquer ce conteneur. Donc il va être par exemple plus prône pour pouvoir en fait respirer entre guillemets, hein, légèrement. Et par contre, le problème, c'est qu'il va être beaucoup plus cher. Et donc ça va être un problème. Et l'intérêt, par contre, c'est qu'il va être beaucoup plus léger qu'un conteneur complètement métallique. Enfin, si on va encore plus loin dans la démarche, d'enlever le métal, donc on l'enlève totalement dans le type 4, plus aucun métal dedans, que du composite et du polymère. Donc là, c'est on va dire en termes de légèreté, c'est le meilleur, et en termes également de durabilité, parce que là, vous n'avez pas de problème de corrosion métallique qui vont s'appliquer.
Donc, si maintenant on continue dans le transport et le stockage, vous allez avoir, j'ai pris l'exemple d'une station de recharge à hydrogène. Il y a plusieurs types de possibilités lorsque vous allez avoir une station à hydrogène. Soit elle va stocker directement son hydrogène via des conteneurs, hein, et ensuite directement, ils vont être redistribués via ces pompes, hein, entre guillemets, hein, pour recharger les véhicules. Soit ils vont produire sur site leur propre hydrogène pour le stocker et ensuite pour le réutiliser. Donc vous avez en fait différents types de stratégies qui peuvent être appliquées il faut penser en amont, hein, par rapport aux coûts de revient, des choses comme ça. Penser en amont en fait à la manière dont ça va être fait. Donc par exemple, je vous ai mis deux exemples ici. Là, on a du stockage ammoniac. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on est livré en ammoniac sur la plateforme, entre guillemets, et ensuite, hop, on va créer à partir de cet ammoniac l'hydrogène pour recharger notre véhicule. Donc ça, c'est la première partie, première possibilité. La deuxième possibilité ici, c'est d'utiliser en fait un système PV qui va fonctionner avec ensuite un électrolyseur, un électrolyseur, et ensuite pour produire sa propre électricité sur place. Et là, ce que vous voyez ici en termes de coûts, de différence de coûts, vous voyez que on mettra ici 3,5 ans avant de récupérer, on va dire, l'investissement qui a été fait de base d'utilisation, alors que pour la partie H2O PV, hein, donc électrolyseur qui fonctionne avec un système PV derrière, on est à 9 ans. Hein. Donc effectivement, là, il faut bien penser son système par rapport à la stratégie choisie. Donc maintenant, on va passer à la partie sécurité. Donc important, sécurité, on manipule un gaz qui est potentiellement, qui est explosif même, hein, qui n'est pas que potentiellement, mais qui est explosif. Donc on va voir un petit peu ces propriétés-là, on va le faire d'un point de vue un petit peu, pas enfantin, hein, mais un petit peu pour découvrir un petit peu ce gaz un peu plus en profondeur. Donc on a un gaz qui est inflammable, c'est sûr, mais finalement qui n'est pas toxique, qui n'est pas corrosif, qui est assez léger, qui n'a pas d'odeur. Et on a le liquide aussi qui n'est pas corrosif non plus. Si c'est pour dire le seul problème de ce gaz, c'est qu'effectivement, il n'a pas besoin d'une source d'énergie trop importante pour partir en explosion, entre guillemets. Hein. Donc là, il y a une comparaison entre l'hydrogène et les autres d'autres types de gaz. Hein. On a également en termes d'inflammabilité, hein, c'est-à-dire qu'ici, dans la concentration dans l'air, on a entre 4 et 75 d'hydrogène dans l'air, hein, où ça sera inflammable. Et si jamais on est avec du pur oxygène, ça monte jusqu'à 95 alors que les autres gaz, c'est des ranges qui sont assez limités. On voit que ça ne dépasse pas 10 par exemple. Hein. Donc ça, c'est un des problèmes, on va dire, un peu majeurs pour l'hydrogène. L'autre problème majeur, si vous le voyez ici, hein, au niveau des images, c'est assez impressionnant de ce côté-là, c'est que lorsque vous avez une flamme qui est visible, en réalité, la chaleur et la vraie flamme, qu'on va appeler ça la vraie flamme, est beaucoup plus intense. Se méfier effectivement de la taille des flammes, ça c'est un sujet assez important également. Donc pour prévenir les accidents, généralement on retrouve le fameux triangle du feu, hein, avec le fuel d'un côté qui est, l'hydrogène, et des 2 autres côtés, on a la température ou du moins la source d'ignition, on va appeler ça comme ça, et vous avez l'agent oxydant, de l'autre côté. Donc au niveau des sources d'ignition, on a plusieurs types de sources, hein, donc c'est un triangle du feu classique, électrique, mécanique, thermique, chimique. Donc on retrouve parmi les chimiques, s'il y a des réactions chimiques qui sont exothermiques, on retrouve au niveau du thermique quelqu'un qui va fumer à côté, ou alors lorsqu'on va faire des soudures, donc ça c'est important. Au niveau des mécaniques, s'il y a des moments, il y a des travaux où il y a des frictions qui vont avoir, peut y avoir également à un moment donné, en termes de vue électrique, des étincelles, des choses comme ça, donc ils vont pouvoir créer une source d'ignition. Donc ça, il faut essayer
d'éviter ce genre de choses à côté d'hydrogène. Et d'un côté de l'agent oxydant, l'idée, ça va être d'empêcher les fuites d'oxygène à partir de systèmes d'hydrogène, puisqu'ensuite on va dans l'air. À l'inverse également, pas besoin d'entrée d'air dans les systèmes d'hydrogène. Donc vous imaginez, je vous ai montré l'effet en fait des mélanges, hein, notamment avec l'oxygène. Il va falloir purger vos lignes également avant d'introduire l'hydrogène, donc le purger avec un autre gaz que l'air. Hein. Ça c'est important. Et ensuite maintenir une ventilation adéquate. L'hydrogène étant un gaz léger, hein, c'est-à-dire que il va pas falloir éviter qu'il s'accumule hein, dans votre pièce hein, et d'utiliser forcément des matériaux adéquats pour cela. On parle d'accidents liés au feu, ne pas oublier forcément qu'on est également avec des problèmes liés qui sont intersects à tous les gaz à haute pression notamment, hein, si on est sur des 700 bars d'hydrogène, on reste avec un gaz à haute pression quel que soit le type de gaz, ou alors même les problèmes liés à la basse température, si on est sur de l'hydrogène qui est liquide, on est à moins 250 degrés à peu près, donc là aussi, ces problématiques-là ne doivent pas disparaître parce que c'est pas parce qu'on est avec l'hydrogène que ça marche différemment pour ces deux principes-là. Lorsqu'on va venir essayer de construire un plan de safety, hein, de sécurité, eh bien, il va falloir penser un petit peu à tous les scénarios possibles. Donc là, vous avez en haut, je vous ai mis un petit exemple hein, qui est extrait d'un document. Donc vous avez différents types de systèmes d'équipement ou d'alarmes. Parmi ceux-là, vous avez des détecteurs thermiques, des détecteurs de gaz, hein, tout simplement, des détecteurs de pression. Donc tout ça, en fait, ce sont des systèmes de prévention et de détection et des systèmes d'arrêt forcément également. Hein. Et là, vous avez en fait tout un tas de systèmes, donc le compresseur, l'endroit où on va stocker, l'endroit où les différents pipelines, les choses comme ça. Tout ça, en fait, c'est tout le système qui va être qui va être surveillé. Donc, c'est pas uniquement un seul système qui va être surveillé, c'est vraiment l'ensemble des systèmes composant la production d'hydrogène, par exemple, hein, qui va être surveillé. Et le problème, c'est qu'il va falloir inclure dans ce genre de plan la maintenance de ce système de sécurité. Effectivement, j'ai parlé de système de sécurité et donc les capteurs sont quelque chose d'assez important. Je vous ai mis quelques noms de capteurs avec un petit peu les temps de réponse qu'ils avaient, les types de capteurs. Donc, vous avez les capteurs catalytiques, thermiques, électrochimiques, résistifs et optiques, donc pour les principaux. Et vous voyez un petit peu que certains sont à certains degrés de maturité différentes. Notamment les optiques sont ceux qui ont le moins de maturité. Et en termes de durée de vie, on se retrouve aux alentours de 4, d'un facteur 4 ici, donc d'une haute lifetime hein, pour chacun d'entre eux. En termes de safety, ça sera ma dernière partie sur la safety, la dernière slide. Faut penser qu'il y a pas mal de législations qui sont en cours, en fait, toujours de développement au niveau français et européen. C'est-à-dire que là, on est sur des systèmes où on va intégrer petit à petit l'hydrogène, comme je l'ai dit. Hein. Donc l'idée, c'est d'intégrer l'hydrogène à la fois dans les activités de transport, de stockage et des applications différentes. Et donc forcément, à ce stade-là, pas toutes ces applications, pas toutes ces utilisations sont normées, entre guillemets, ont leur propre réglementation pour pouvoir permettre à l'hydrogène, en fait, d'intégrer ce genre de système. Et il y a pas mal de boulot hein, qui est à mettre en œuvre au niveau des différents organismes pour permettre justement d'arriver à un produit qui peut être utilisé dans les meilleures conditions possibles. Je finirai cette partie, ce webinaire par les fuel cells, en espérant que je ne vous ai pas perdu entre-temps, hein. Donc on est au niveau des fuel cells en termes d'historique, hein, il faut se dire que quand même c'est pas une technologie qui est tout à fait, nouvelle, hein. La 1re fuel cell était dans la mission Apollo 11 notamment, hein. Donc ça vous montre que quand même c'est une technologie qui est assez, qui existe depuis pas mal d'années, hein. En termes de fuel cell, on a différents types, comme pour les électrolyseurs, différents types. Donc là, je vous les ai tous mis.
hein, j'espère normalement pas en avoir oublié. Donc on en a, on les a mis en fonction de température de fonctionnement. Donc en bas, vous avez la polymère électrolyte, hein, la PEM, fuel cell, qui fonctionne à room température et jusqu'à 100 degrés. On est pareil pour la méthanol, celle qui fonctionne à partir de méthanol. Et ensuite, on va augmenter un peu plus la température. Les alcalines aussi hein, fonctionnent à room température. Et ensuite, on va essayer d'augmenter un peu plus la température. On va se retrouver avec des cellules à acide phosphorique, des cellules avec des carbonates et enfin la technologie solid oxide aussi qui est disponible. Vous voyez au niveau du fuel, donc généralement, forcément, c'est l'hydrogène. On a la possibilité d'aller sur des CO. On développera de ce côté-là un peu plus après. Hein. C'est lié à une problème d'impureté. Donc, on va le voir à la slide d'après. Hein. Au niveau des électrolytes, donc vous les voyez, hein, on est sur des membranes au début, hein, des membranes acidifiées. Et ensuite, on va sur de l'acide phosphorique, de la potasse et des carbonates et finalement la céramique en question. En termes de catalyseurs, parce que ça aussi c'est assez important au niveau des catalyseurs d'avoir une idée de quels sont les matériaux qui sont mis en jeu. Hein. Donc on a toujours des perovskites pour les solid oxide. On va se tourner plutôt vers les nickel pour les molten carbonate. Et à partir de là, on descend un petit peu hein, avec les autres technos et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup quand même le platinium qui est présent, donc le platine, pardon, en français. Donc on est sur des technologies qui ont quand même toujours besoin d'un catalyseur, en tout cas, qui est à base de platine. Le platine étant quand même assez coûteux, c'est ce qui fait notamment au niveau des coûts différents types de problématiques. Hein. On a donc au niveau de ces problématiques-là, comme je vous l'ai dit, les désavantages de ces technos à faible, on va dire, température, c'est qu'elles sont sensibles aux coûts, sensibles pardon, aux impuretés, alors que ce n'est pas le cas pour les technologies à haute température. Et inversement, les technologies à haute température ont besoin d'énergie pour fonctionner au début, donc besoin d'augmenter la température pour fonctionner. Donc il y a toujours un start-up qui est un peu plus compliqué forcément avec ces technos-là. En termes de, on va dire, de choix de techno, vous voyez en haut, hein, le schéma est assez parlant. Suivant la taille en fait de la fuel cell que vous souhaitez, il va y avoir certaines technologies qui vont être plus à même de le faire que d'autres. Donc par exemple, on aura plutôt des PEM qui vont être jusqu'à 1 MWh et si on veut aller au-delà, on va plutôt conseiller à avoir des solid oxide ou des molten carbonate comme type de technologie. En termes de cellules, donc là, vous avez une image de cellules pour la PEM fuel cell. Hein. Donc ici, vous voyez, en termes de point de vue matériaux, hein, comme je vous ai dit, j'étais material scientist. Hein, de ce point de vue-là, vous avez la GDL en haut, la gas diffusion layer. Donc ça, c'est une cross-section hein, de cette partie-là qui est opérée. Vous avez la GDL, donc la gas diffusion layer, la couche de catalyseur qui est ici, et ensuite la membrane de type Nafion qui est à ce niveau-là. Vous allez ensuite avoir les plaques bipolaires qui vont être ici, on reconnaît avec les canaux hein, qui vont servir à la diffusion des différents gaz, hein, notamment soit l'hydrogène, soit l'air de l'autre côté au niveau de la cathode. Hein. Et vous allez également avoir en fait des channels pour des systèmes de refroidissement, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est assez exothermique comme réaction. En termes de stack, vous allez avoir un assemblage. On va assembler, là, vous aviez une cellule et au fur et à mesure, on va en mettre les unes sur les autres pour former un stack. C'est pareil que pour la batterie. Hein. L'idée, c'est d'augmenter la densité d'énergie. Hein. Et donc là, on va se retrouver avec des processus de fabrication qui commencent à être mis en place avec une certaine pression. Il va falloir bien les aligner les unes par rapport aux autres avec des tests entre chacun des positionnements du stack. Donc ça, ce sont des choses qui sont en cours et malheureusement, hein, on arrive parfois à des problématiques de failure. Hein, et donc dans ce cas-là, par exemple, on peut avoir soit des décalages de plaques bipolaires, soit de temps en temps une plaque bipolaire où le contact est mal fait parce qu'il y a un mauvais dimensionnement de cette plaque bipolaire. Il faut savoir aussi que dans le retour d'expérience des différents systèmes fuel cell qui ont été mis en place au niveau de l'Europe,
au niveau de la PEM, les majeures parties des problèmes ne viennent pas forcément du cœur de pile, mais plutôt des systèmes annexes qui sont comme les valves, les capteurs, tout en fait le système qui est mis en place pour faire fonctionner la pile et dans les bonnes conditions, c'est plutôt eux qui vont être à l'origine de problèmes en termes de retour d'expérience qui montrent qu'il y a quand même pas mal de progrès encore à faire de ce côté-là. Et avant d'arriver à la conclusion et avec le support en fait que CERMA peut apporter à ce genre de choses, à ce genre de domaine, on a en fait, je vous ai mis une dernière slide pour vous donner un overview du marché actuellement, hein. La PEM va être plutôt utilisée pour des applications, donc elle est de plus en plus utilisée, et pour des applications plutôt stationnaires, c'est celle qui va être le plus répandue sur le marché en tout cas. Et vous allez avoir ensuite la phosphoric acide, la solid oxide fuel cell, qui va être également, et la molten carbonate, qui vont être les trois autres technos utilisés, mais de manière beaucoup plus limitée. En termes de marché, donc au niveau des applications, comme je vous ai mis, on reste quand même sur des marchés stationnaires. En termes de transport et de portable, vous voyez que on reste, même s'il y a une légère augmentation, on reste quand même à des niveaux qui sont bien moindres en termes de proportion par rapport au stationnaire. Maintenant, j'arrive à la conclusion. Donc je suis pile à 40 minutes, hein, donc on n'est pas loin de ça au niveau de la conclusion. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'au niveau de la production d'hydrogène, on est sur différentes stratégies pour produire l'hydrogène et que l'idée, c'est d'aller sur l'hydrogène vert, hein, parce que c'est produit avec des énergies renouvelables et donc ce qui est le meilleur en fait pour cette partie environnementale. Par contre, c'est toujours, ça reste la stratégie la plus onéreuse, la plus coûteuse. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire des efforts pour essayer de limiter. Il faut bien optimiser les différents systèmes pour y arriver. On avait quelques technologies aussi. On a vu des technologies d'électrolyseurs pour produire l'hydrogène, les alcalins, les PEM et les SOE, hein, solid oxide, et qui avaient de la R&D active sur ces différents types de sujets, notamment avec la anionic redox, hein, anionic membrane. On a également besoin de cette production-là, on a besoin de la connecter enfin pour produire l'hydrogène, de la connecter à une source d'électricité. Donc on peut penser à des systèmes renouvelables, à des couplages avec le PV, des couplages avec des batteries, pourquoi pas, et à faire le bon choix technologique. Alors dans ce genre de choses, qu'est-ce que peut apporter CERMA? C'est que CERMA peut accompagner en fait ici pour comprendre un petit peu ces aspects environnementaux et produire l'hydrogène vert, hein, via des formations, des choses comme ça ou des rapports, hein, sans problème, hein. Donc de ce côté-là, on peut également en termes de point de vue électrolyseur, hein, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu, hein, en termes de caractérisation, des choses comme ça, on est capable d'aider à la fois au niveau de la R&D, mais également en termes de vue de production, si jamais les productions des PEM, des choses comme ça, contrôle qualité. Donc ça, c'est des parties qu'on peut aider, des parties qu'on peut aider aussi à mieux connaître. Si vous souhaitez aller beaucoup plus en profondeur dans les différentes technologies, on est capable de vous fournir également des solutions et du support dans ce genre de choses. Le test, hein, on peut aussi, via des partenariats dans le groupe, on peut aider en testant ce genre de choses également. On peut faire, en termes de vue R&D, lorsqu'on peut penser à un système, l'intégrer dans un système, du health monitoring et également du prognostic health management. Donc pour cette partie-là, c'est une partie aussi qui va être un peu récurrente pour vous expliquer rapidement les choses. C'est-à-dire qu'on va faire du design pour le prognostic health management. C'est-à-dire qu'en amont de la production dans le système, on va essayer d'intégrer les bons systèmes de suivi et on va essayer d'avoir les bons précurseurs de suivi pour pouvoir à la fois être efficace en termes de, de, de fiabilité, d'avoir un système assez fiable, d'avoir un système performant et d'avoir un maintien de performance optimal pour tout le système. Donc en gros, c'est là-dessus où on peut aider. On a également l'aspect choix technique, hein, choix technologique, où là aussi, on peut vous aider à décider quelle techno utiliser plutôt que telle techno par rapport à votre application. En termes de distribution et stockage, donc on l'a vu, hein, il y a différentes
moyens de stocker, différentes possibilités de stockage. On a vu que notamment, il y avait également différents moyens au travers des tanks. On a vu qu'il y avait aussi au niveau des infrastructures existantes, donc des pipelines, qu'il y avait des études qui étaient potentiellement à faire sur, on mélange notre hydrogène avec ce qui est actuellement existant, hein. Et on a également, on a vu les systèmes de stations à recharge où ce n'était pas aussi simple que ça de choisir quel était le bon système adapté. Donc, on peut là aussi vous aider de la même façon. Donc, je ne vais pas répéter les mêmes choses de ce côté-là, hein. Donc, d'un point de vue technique, ce qu'on peut aider en plus ici, c'est que au niveau, là, on est en train d'évaluer qu'est-ce qui pourrait être les fatigue tests, hein, c'est-à-dire au niveau des tanks. Donc, on va aussi en parler au niveau de la sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer de notre côté pour savoir si on peut à l'avenir répondre à ce genre de demandes. Mais on retrouve dans tout le principe ces idées d'analyse physico-chimique des matériaux, de support et de formation pour suivant votre niveau de connaissance, et enfin en termes d'accompagnement pour la durabilité notamment et pour l'optimisation des performances avec le design for HMPHM. En termes de vue sécurité, on a vu que le H2 était inflammable. Bon, ça, c'est pas difficile à comprendre, hein. Et donc, il fallait avoir des systèmes un petit peu, qu'il fallait penser son système de prévention en amont pour détecter les anomalies au bon endroit et surtout avoir les bons types de capteurs. Donc là aussi, ça fait partie des compétences potentielles de Cerma Technologies, hein, pour pouvoir vous aider à avoir un guide de bonne pratique, par exemple, hein, et vous aider dans ces démarches-là. Je reparle également des fatigue tests, hein, qui sont sous évaluation, et des potentiels tests aussi de ce genre de tank, par exemple, ou alors même de capteurs, hein. C'est des choses que Cerma Technologies sait déjà faire, tester les capteurs, tester la robustesse de tous les capteurs. Donc ça, ce sont des choses qui sont faisables à notre échelle également, où on peut vous accompagner. Et je finirai par l'aspect pile à combustible. Donc au niveau des piles à combustible, on a vu qu'il y avait différentes technologies aussi, qui avaient de l'activité R&D qui était en cours. On avait deux principales qui étaient sur le marché, les PEM et les SOFC. Donc on a un choix technologique à un moment donné à faire. On a également en termes de production donc des potentiels défauts qui vont pouvoir s'appliquer, hein. Donc là, étant donné que les productions vont devoir s'accélérer, le risque de défaut est plus important, hein, plus probable, hein. Donc dans ce point de vue-là, il va falloir en fait détecter les différents problèmes qu'il pourrait y avoir, et nos techniques d'analyse, encore une fois, sont capables de le faire. Nos techniques de test électrique au sein du groupe où on a un partenariat. Donc là aussi, c'est possible de le faire de notre côté, hein, de faire des tests électriques. Et enfin, de faire tout ce qui est des analyses de construction, donc, ou des analyses de défaillance. Donc ça aussi, c'est des choses que à Cerba Technologies, on peut vous fournir en termes d'analyse. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention. Maintenant, je vais laisser place, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, donc le webinaire sera de toute façon disponible en ligne pour les retardataires. Et donc, j'attends maintenant d'éventuelles questions. Je ne sais pas, côté questions, Florie? Oui, sur le chat, on avait quelques questions. Donc, si je remonte, on a une question de Joël qui dit pour le stockage de l'hydrogène, il y a aussi le stockage solide sous forme d'hydrure. Comment ça se compare aux autres méthodes? Alors oui, il y a plusieurs technologies, hein, de stockage, hein. Alors c'est sûr qu'on les a pas, on n'a pas tout mis en détail, hein. Donc vous avez plusieurs types de matériaux. Vous avez les NaBH4, des choses comme ça. Enfin, vous avez tout un tas de NH3BH4, pardon. Vous avez en fait tout un tas de. Alors j'essaie de retrouver la slide en question pour être le plus. Voilà, ici. Donc, vous avez en fait tout un tas de possibles produits chimiques, hein, la NaLH4 par exemple, hein. Donc, comment elles se supportent? En gros, on est sur de la R&D pour la plupart d'entre elles, hein.
Après, comment elle se supporte, il faudrait le voir plus en détail. On pourra vous fournir après coup plus de détails sur ces différents éléments, hein, il n'y a pas de problème, hein. Après, la plupart est quand même plutôt en R&D. On est aussi sur des aspects où il va falloir après derrière, je sais qu'il y a quelque chose qui était sorti en Allemagne, par exemple, avec une pâte spéciale. Donc là aussi, c'est des aspects R&D. À plus grande échelle, c'est pour le moment assez difficile pour certaines choses à mettre en œuvre, en tout cas. Ce que je peux peut-être rajouter, Cyril, là-dessus, sur les hydrures, on est quand même sur des performances assez intéressantes, hein, sur ces hydrures métalliques de l'ordre de 150 kg par mètre cube en stockage d'hydrogène. Il y a quand même des problématiques liées au bon fonctionnement, c'est-à-dire il faut pouvoir le stocker et surtout le déstocker. Et donc ça, il y a des opérations en termes de température, de variation de température et variation de pression. Donc ça peut être, dépendamment de l'application, l'usage fera sens ou pas. Voilà, quelques précisions. Merci Pascal. Ah, Florie. Oui, je ne sais pas si Cyril, du coup, tu vois les questions dans le chat. Donc, il y en a d'autres. Alors, oui, ça y est, je vois les questions. Quelles sont les perspectives pour la production d'hydrogène à domicile par panneaux solaires? Est-ce que ce serait soumis à des contraintes légales ou réglementaires? Alors, c'est une très vaste question, hein, donc la question n'est pas si simple que ça. Donc, il faut savoir en fait en termes de système de stockage à domicile et d'utilisation d'hydrogène, ça a été pas mal développé au Japon. Pour information, hein, au Japon par Panasonic, si mes souvenirs sont bons, lors des Jeux Olympiques, hein. Donc, ils ont mis ça en place avec des systèmes en fait de piles à combustible à domicile, hein. Donc, ils ne fonctionnaient pas avec des panneaux solaires, ceux-là. C'était juste leur système d'alimentation qui ensuite leur système en fait de pipeline, hein, qui a transporté l'hydrogène aux bons endroits. Donc, il ne fonctionnait pas avec des panneaux solaires. Par contre, pour avoir un système comme ça à domicile, c'est peut-être pas encore. Il va falloir augmenter la régulation, j'imagine, dessus. C'est pas ce qui va se faire de suite. Voilà. Ouais, si je peux continuer à élaborer là-dessus, c'est vrai que aujourd'hui, il y a un focus déjà sur l'installation de batteries couplées aux installations photovoltaïques pour des applications en résidentiel. Les acteurs industriels aujourd'hui donc proposent des solutions. La réglementation et il y a peut-être encore un peu de flou autour de cela. Donc, je pense que ça prendra quand même un tout petit peu de temps avant de retrouver le stockage d'hydrogène chez soi. Voilà, je doute que ce soit pour demain. Il y a probablement pas mal de choses à régler entre-temps. Voilà, faut garder à l'esprit. Ici, on parle de décarboner l'industrie, hein, notamment au niveau des différents objectifs, hein. Donc, c'est vrai que au niveau résidentiel, il y a encore un gap à franchir, hein. Mais d'abord, il faut franchir ce gap au niveau de l'industrie, créer cet écosystème-là et l'intégrer dans l'écosystème actuel. Et à partir de là, peut-être, on pourra aller sur des choses plus à domicile et plus ciblées, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite, on a une question sur l'hydrogène dans les transports, sur l'utilisation dans les transports en moyen terme, dans les 5-10 prochaines années. Quelle couleur serait utilisée, l'hydrogène? Alors, là, c'est l'idée, on va dire l'idée utopique, hein, c'est d'avoir au maximum de l'hydrogène vert, hein. Donc, il faut savoir que c'est vraiment l'objectif voulu, en tout cas. L'objectif voulu, c'est d'aller sur ce genre de choses. À l'heure actuelle, on utilise de nouveau, hein, de l'hydrogène qui n'est pas vert, ou au moins rose, hein, c'est-à-dire produit par énergie ou l'énergie nucléaire, hein, qui va faire fonctionner l'électrolyseur, hein. Donc, si on n'est pas dans ces conditions-là, on est difficilement en fait
en accord avec l'idée de ne pas produire du CO2, c'est-à-dire que si vous faites fonctionner votre véhicule électrique avec de l'hydrogène, mais qui lui-même a produit du CO2, finalement, ça sert à quoi d'avoir une voiture à hydrogène par rapport à l'environnement? Pas grand-chose. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'éviter absolument ce genre de choses. En termes de proportion, je ne peux pas vous dire. Il faudrait que je me renseigne parce que ce n'est pas une question très simple. Mais en tout cas, voilà, sachez que la volonté, c'est vraiment d'avoir uniquement de l'hydrogène vert et pas d'autres hydrogènes, en tout cas en France. Je pense que ça va d'ailleurs, cette problématique de la couleur va dépendre clairement du pays dans lequel vous circulerez. On est bien au fait sur l'Allemagne, par exemple, avec la problématique des remises en route des usines à charbon qui pourraient être utilisées pour produire l'électricité qui alimenterait ensuite alors plutôt les véhicules batteries, mais voilà, la source d'hydrogène, comme pour la batterie, en fait, sera fortement dépendante finalement de l'écosystème en place dans ces différents pays. Donc ça pourrait en effet, quand on parle de véhicules hydrogène ici, pile à combustible ou combustion hydrogène d'ailleurs, il y a aussi une des questions qui émerge là-dessus sur le moteur à hydrogène. Ça pourrait s'avérer être finalement une mauvaise idée, dépendamment de la manière dont l'hydrogène est produit. Effectivement. Donc ensuite, on ne répondra pas forcément à toutes les questions. Alors, je vais juste en piquer quelques-unes, mais on vous enverra des mails. Hein, ne vous inquiétez pas avec des retours à vos questions. La certification ATEX est-il imposée? Alors, pour tout vous dire, oui. C'est-à-dire que dans certains endroits, par exemple pour la partie donc je pourrais vous transmettre, si vous êtes intéressé, un document sur la partie des refueling stations, hein, où vous avez en fait la réglementation à certains endroits demande justement d'être ATEX par rapport à la présence d'hydrogène. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut penser en amont de ce côté-là. Pour alimenter les véhicules hydrogène, réservoir gaz H2 gazeux ou cartouches pour pile à combustible. Là aussi, hein, ça c'est des choses qui vont se voir avec le temps. L'idée en fait d'avoir des réservoirs gaz H2 plutôt que des cartouches piles à combustible, c'est quelque chose que finalement ce sont probablement au niveau des fabricants de véhicules, hein, où ils vont devoir décider l'un ou l'autre. C'est difficile à répondre comme ça, quel est le mieux. Certes, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc de ce côté-là, malheureusement, je ferai une réponse de Normand. Ensuite, est-il plus rentable de générer de l'hydrogène par énergie renouvelable ou bien d'utiliser directement l'énergie renouvelable dans le cas de rechargement d'une voiture, par exemple? Donc là, la question en fait se pose surtout au niveau du stockage pour répondre à cette question-là, si je comprends bien la question. Donc là, vous dites générer du H2 par énergie renouvelable. Oui, mais peut-être aussi ça veut dire fabriquer de l'électricité aussi et utiliser l'électricité derrière. Et donc dans ce cas-là, directement l'énergie renouvelable. Donc le problème, c'est que ça peut être utilisé comme moyen, il faut comprendre, hein, vous l'avez vu en fait dans le slide qui était à ce niveau-là. On a voilà, ce stade-là que je trouve finalement intéressant, c'est-à-dire qu'ici, on va produire de l'électricité via le solaire. Une partie de cette électricité produite va servir à produire de l'hydrogène et l'hydrogène ensuite va être stocké. Sauf qu'on va pouvoir, via une pile à combustible derrière, lorsque il fera nuit par exemple, hein, on va pouvoir continuer à alimenter le réseau en utilisant l'hydrogène qui a été produit et derrière le remettre dans la pile à combustible. Donc on est toujours en fait dans cette problématique de recharge, enfin de stockage en fait d'énergie. Et là, l'énergie sera stockée finalement sous forme d'hydrogène. C'est ça en fait le principe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour finir peut-être? Quelle est l'estimation de la quantité d'hydrogène blanc mondiale? Donc, il faut savoir, oui, qu'il y a en fait cet hydrogène blanc, c'est-à-dire l'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène qui est directement
on va dire, comme source, hein. Il n'y a pas besoin de transformation particulière. Il est présent dans des cavités souterraines, comme on l'a dit juste avant. Le problème, c'est qu'il faut effectivement l'extraire. Ben, comme c'est moins cher, entre guillemets, pour le moment, avec l'hydrogène noir, hein, noir et brun, c'est moins cher de le produire. Donc, il n'y avait pas eu d'intérêt majeur à partir de ce moment-là. Alors, je n'ai pas le chiffre sur la quantité mondiale, mais sachez effectivement qu'il y a quelques zones où ben, il y a des petits projets qui commencent à naître pour essayer d'extraire justement cet hydrogène, d'avoir justement ces réservoirs hydrogène, de pouvoir les extraire directement. Et là aussi, en fait, c'est des études de coût à réaliser. Est-ce que ça coûte plus cher d'aller l'extraire que de le produire via des méthodes qui sont au point. Voilà pour ce côté-là. Eh bien, écoutez, je crois que je n'ai plus, ou du moins j'en vois d'autres, mais dans ce cas-là, je ne sais pas, côté Florie, je pense qu'on peut les laisser nos camarades, c'est midi 5. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et Francis qui souhaitait prendre la parole sur une question. Je vais essayer de lui donner la parole. D'accord. Si ça fonctionne, puisqu'il est connecté sous le nom de Manon. D'accord. Eh bien, on le voit en tout cas. Je ne sais pas si là, Francis... Donc, il faut activer ton micro, Francis, si tu pouvais activer ton micro. Hop. Donc, dans l'application, c'est au niveau des caméras, micro, gérer, partager. Normalement, tu as le micro. C'est tout en bas de l'écran, au milieu. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Excusez-moi. Moi, je voulais juste terminer un petit peu ce webinaire. Hein, je ne vais pas répondre à des questions là-dessus. Je voulais juste un petit peu terminer ce webinaire. Donc, d'abord, je remercie l'organisation avec Florie et puis Cyril pour cette très bonne présentation avec Pascal. Donc, merci. J'espère que ça a été utile pour tout le monde et que ça vous servira. Maintenant, effectivement, ma question maintenant, c'est de vous dire, effectivement, nous sommes une société de services. Donc, comme vous l'a dit Cyril, on peut vous accompagner d'un point de vue expertise. On a pas mal d'expertise dans le domaine, mais aussi dans les analyses, dans les aspects support au design, dans les aspects fiabilité, dans les aspects monitoring de performance, dans les aspects maintenabilité, dans tous ces sujets-là, que ce soit en fonction des différentes briques, parce que bon, on voit bien qu'il y a beaucoup de briques diverses et variées là-dedans. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je dirais au niveau de Serma Technologies, on a toute l'expertise et les analyses possibles et imaginables que vous pouvez avoir. Voilà, c'était aussi pour ça qu'on voulait pouvoir entrer en contact également avec vous. Maintenant, bien entendu, je vous laisse nous contacter en fonction des questions très pratiques ou des besoins que vous pourriez avoir effectivement sur des sujets extrêmement concrets, parce que nous, on est des gens du technique et donc forcément, on aime bien quand c'est des sujets concrets. Voilà, donc, et on vous répondra, comme l'a dit Cyril et Florie, à vos questions, bien entendu, par email, etc. Donc, n'hésitez pas, vous avez des coordonnées là de Cyril et de Pascal Gouérec, donc n'hésitez pas à les contacter par email, par téléphone, comme vous voulez, et on se fera un plaisir de discuter avec vous sur un sujet précis, sur un besoin précis, sur une expertise précise, une analyse précise, enfin, ce que vous aurez besoin, puisqu'en fait, c'est ça le but. Nous, on est à votre service là-dessus. OK. Moi, c'était tout ce que je voulais rajouter pour en clôture de ce webinaire. Merci à tout le monde, en tous les cas. Merci à tous les participants d'avoir participé justement à ce webinaire. On espère que ça a été très intéressant pour vous. Voilà. Et c'est que le début. On a encore plein de choses à discuter encore avec vous, certainement. Voilà. Merci. Très bien, merci à tous. Les questions restées sans réponse donc, feront l'objet d'une réponse par mail par les intervenants. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux et on vous dit à bientôt. Excellente journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.